Henri Lefebvre, la politique marxiste. Marx n'a jamais professé l'égalitarisme sommaire, que l'on confond si souvent soit pour l'exalter, soit pour le dénigrer, avec l'esprit démocratique et avec le communisme. Il accepte l'inégalité des fonctions, mais distingue les fonctions de direction, de commandement, d'organisation et les fonctions politiques. Les premières, fonctions techniques, apparaissent spontanément et nécessairement. Dans tout groupe agissant, une organisation s'impose, dont certains individus prennent la tête. Lorsque, spontanément ou après sélection, ce sont les individus les mieux doués, rien de critiquable. Dans certaines sociétés primitives ou très antiques, lorsque le meilleur guerrier devenait chef de guerre et ensuite rentrait dans la communauté, ce processus spontané d'organisation n'enlevait rien au caractère démocratique de ces sociétés. Dans la société socialiste, l'attribution aux individus les mieux doués dans des fonctions dirigeantes n'enlève rien à la démocratie. Bien au contraire, elle accomplit la démocratie, ne laissant comme seule hiérarchie que les hiérarchies mouvantes des talents individuels. Une sélection organisée et réfléchie devra, dans la société rationnelle, rendre conscient le processus naturel par lequel toute action sociale révèle certains individus capables d'en prendre la direction. Le malheur, l'aliénation, n'est pas venu de ce processus naturel ou conscient, mais de l'élément illusoire qui s'y est superposé. Les fonctions dirigeantes se sont séparées des nécessités concrètes auxquelles elles correspondaient. Elles se sont fixées à part et par conséquent érigées en dehors et au-dessus de la société. Elles sont devenues des fonctions politiques. Ce processus de fixation déjà mentionné précédemment a accompagné dans l'histoire la division du travail, la séparation du travail matériel et du travail intellectuel, la formation de la propriété privée et des classes. Dans certaines conditions historiques, les fonctions dirigeantes sont devenues héréditaires, parce que liées à la situation des individus dans la structure sociale, à leur richesse individuelle et non à leur talent. Fixées, ces fonctions sont devenues la propriété de castes et de classes dominantes. Ainsi s'est formé l'État, les fonctions politiques se sont détachées des autres fonctions, fixées à part, les castes ou classes économiquement dominantes les ont alors accaparées ou ont tenté de les accaparer, se livrant une lutte particulièrement acharnée pour s'emparer des honneurs et profits particuliers attachés à ces fonctions politiques mêmes. Que représente donc l'État ? Il semble, à la description ou à l'analyse superficielle, une émanation de la société tout entière. Mais c'est là une erreur grave, une confusion entre les fonctions dirigeantes et les fonctions politiques. Les premières suscitent les secondes dans certaines conditions seulement. Lesquelles ? Lorsque les classes se séparent et s'opposent. Il faut qu'apparaisse au-dessus d'elles un pouvoir supérieur et intérieur, en apparence du moins. Pour empêcher la classe dominante d'accabler la classe opprimée et de la faire disparaître, donc de supprimer les conditions de sa propre domination, pour protéger les opprimés contre les excès de certains individus parmi les oppresseurs, pour arbitrer les conflits entre les individus et les groupes, notamment parmi les oppresseurs, il faut un pouvoir d'État. Ce pouvoir s'érige au-dessus de la société, mais seulement parce que la communauté sociale est déjà brisée en classes. Il semble supérieur à la société et cependant émaner d'elle, mais il n'est ainsi que parce que cette société est divisée. Il se donnera facilement pour juge, représentant d'une justice supérieure, arbitre impartial, etc. En fait, l'État qui exprime une société donnée l'exprime telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il traduit et sanctionne sa structure de classe, donc la domination d'une classe. Même lorsqu'il semble protéger les opprimés ou exploités, et lorsqu'en fait il les protège contre certains excès, il conserve les conditions d'une domination de classe. Il y a donc dans la formation de l'État politique 3 éléments. 1. Un élément spontané, le processus naturel par lequel apparaissent des fonctions dirigeantes. 2. Un élément réfléchi lorsque la société se différencie et se complique. Les fonctions de direction exigent une certaine connaissance de la structure sociale, des besoins, des intérêts en présence, des obligations et droits réciproques, bref, de l'ensemble social. Par cette connaissance confuse, les fonctions spontanées de direction s'élèvent au rang de fonctions administratives, juridiques, etc. 3. Un élément illusoire d'une importance capitale.
Toujours sous le voile de fumée d'une idéologie, le pouvoir d'État s'exerce dans un sens déterminé, en paraissant indépendant et impartial. Les fonctions administratives ou juridiques s'accomplissent dans le sens de l'intérêt de la classe dominante. Les besoins de l'ensemble social se trouvaient perpétuellement infléchis, interprétés en ce sens sous couvert d'une impartialité supérieure. Ainsi, les rois qui opprimaient et exploitaient les peuples passaient pour pères du peuple et souvent en prenaient le titre. Il faut remarquer que les hommes politiques des classes dirigeantes, au cours de l'histoire, crurent souvent, sinon presque toujours, aux idéologies. Le marxisme distingue l'apparence idéologique du cynisme politique. Le premier qui dévoila le procédé de ce cynisme fut Machiavel. Ajoutons aussitôt que reconnaître Machiavel pour le créateur de la lucidité en matière politique ne signifie en rien se rattacher au machiavélisme, mais au contraire apporter la vérité politique et la substituer au machiavélisme. L'État politique a donc toujours reflété la structure de classe et de domination d'une classe dans la société qu'il gouvernait. D'ailleurs, il n'exprimait la domination d'une classe qu'en tant qu'elle rencontrait des difficultés, des obstacles. C'est-à-dire que l'État reflétait aussi les résistances de la classe ou des classes opprimées, parfois même leur victoire. Enjeu de la lutte des clans, castes ou classes, son histoire résume les fortunes diverses de ces luttes, les compromis et les victoires, les événements, les transformations, les luttes civiles et les guerres. C'est donc une histoire prodigieusement complexe dans laquelle les institutions ne se séparent pas des individus agissants, des fonctions réelles, des mystifications idéologiques ou des ébauches de connaissances réelles. C'est une histoire diplomatique, juridique, financière, administrative, mais c'est aussi et surtout l'histoire des forces en présence, des classes, qui vient se résumer dans l'histoire de l'État politique. Comment étudier la formation de l'État romain et du droit romain sans étudier les conflits de la plèbe et des patriciens, les révoltes des esclaves? En particulier, l'État démocratique reflète toujours la résistance de la classe, ou des classes exploitées. Il implique un compromis entre les classes. Cela ne signifie pas que dans la démocratie moderne, la classe dominante perde automatiquement sa supériorité économique, abandonne spontanément les fonctions accaparées, laisse se dissiper le voile idéologique. Non. L'État démocratique a un double caractère dialectique et contradictoire, impliquant des classes et une lutte. Il faut d'une part l'expression d'une dictature effective, celle de la classe dominante, et d'autre part, il se vit obligé de permettre l'expression des intérêts et des objectifs politiques des classes dominées. Il fut obligé de tolérer l'organisation des travailleurs, syndicats, coopératives, etc. Le compromis démocratique ne supprime pas la lutte des classes, mais au contraire l'exprime. Historiquement, il n'en put aller autrement. La bourgeoisie ayant dû faire appel au peuple dans sa propre lutte contre les féodaux, et se trouvant d'autre part obligée par sa propre idéologie d'admettre la liberté d'opinion, d'expression, de pensée ou même d'organisation. L'action populaire vint seulement la mettre au pied du mur et l'astreindre à ne pas reléguer dans l'idéologie pure ses théories. Cette action, en somme, retourne contre la bourgeoisie, légitimement selon Marx, les idées lancées par elle-même au temps de son ascension politique et de sa propre révolution. L'histoire de la démocratie montre ce double aspect de la démocratie et ne s'explique que par lui. Les institutions démocratiques dans tous les pays et dans l'histoire de chaque pays ont reflété la forme momentanée du compromis, c'est-à-dire le rapport momentané des forces à l'intérieur de la nation. Il en résulte que la démocratie bourgeoise est un régime instable. Elle comporte une gauche et une droite qui luttent pour le pouvoir. C'est un régime de partis. Dans l'ensemble, les partis représentent les classes existantes, propriétaires fonciers féodaux, capitalisme industriel, puis capitalisme financier, classe moyenne, petite bourgeoisie, paysans, classe ouvrière. Seulement, cette classification des partis ne peut se considérer statiquement. Les phénomènes politiques sont plus complexes. Entre les classes, et sans que cela leur ôte en rien leur réalité, se trouvent des transitions, des formations intermédiaires, qui trouvent pour s'exprimer des hommes, des nuances politiques, des petits partis. Les grandes crises amènent des regroupements.
Enfin et surtout, le grand capitalisme tend à réunir sous son égide tous les représentants de la bourgeoisie et à regrouper, non sans résistance, les partis des féodaux avec ceux des classes moyennes, de la petite bourgeoisie ou même de l'aristocratie prolétarienne. Entre parenthèses, je pense qu'il entend par aristocratie prolétaire ceux qui se sont réellement faits tout seuls, les vrais fils de la méritocratie. Fermez la parenthèse. Les partis prolétariens constituent de l'autre côté un pôle d'attraction pour les représentants de toutes les classes populaires, paysans, petite bourgeoisie, etc. D'où une vie politique complexe, agitée, de plus en plus nettement polarisée, que Marx a décrite et analysée dans ses œuvres spécifiquement politiques. La démocratie bourgeoise va donc plus ou moins vite, mais nécessairement vers une crise de transformation. La forme, le moment et l'issue de cette crise dépendent des événements extérieurs ou intérieurs, des individus représentatifs, de leur intelligence, de leur habileté, de leur prestige, mais aussi et surtout du rapport de force au moment décisif. Ou bien la crise se résout réactionnairement, et c'est le retour vers une monarchie, ou plus fréquemment vers un bonapartisme, entre parenthèses analysé par Marx à propos de Napoléon III, fermez la parenthèse. Dans tous les cas, il s'agit d'une dictature plus ou moins avérée, plus ou moins brutale et corrompue, sur les masses, les classes populaires et le prolétariat. Le fascisme, par exemple. Ou bien la crise se résout par un bond en avant vers le socialisme et le communisme. La démocratie change décidément de sens, la classe dominante comme telle se voit éliminée, l'État cesse d'être l'organe de sa dictature déguisée en impartialité et camouflée idéologiquement. Les apparences et les illusions politiques tombent. Le peuple et son avant-garde prolétarienne prennent ouvertement la direction des affaires, et les gèrent dans le sens de leur intérêt qui se trouve coïncider avec ceux de la nation, que ne représentent plus les grands capitalistes monopolisateurs. Est-ce la fin de la démocratie? Oui, et cependant non. C'est la fin de la démocratie bourgeoise, de son idéologie, de ses partis directement ou indirectement au service du capitalisme. C'est la liquidation plus ou moins rapide et violente, suivant l'idée de la réaction, d'une classe, en même temps que d'un système économique. C'est aussi la fin d'un État politique déterminé, avec son appareil, sa haute bureaucratie, son système policier et juridique. Mais en même temps, c'est la gestion des affaires publiques de la nation, dans le sens réclamé plus ou moins clairement par la grande majorité. C'est une fiscalité nouvelle, c'est l'institution d'organismes démocratiquement contrôlés qui prennent les leviers de commande de l'industrie, des échanges commerciaux, de l'agriculture pour développer les forces productives et les organiser rationnellement. Ce que les marxistes appellent la planification. C'est la formation d'un type nouveau d'État, l'État socialiste, chaque nation ayant à découvrir sa formule en fonction de ses traditions, de ses expériences, de sa structure, des forces en présence et des actions réciproques. Donc, cette transformation est l'accomplissement de la démocratie. Dictature du prolétariat sur la bourgeoisie, fin de la démocratie bourgeoise, épanouissement de la démocratie, accomplissement des promesses faites par les démocrates bourgeois ou petits bourgeois, et jamais tenus sont des termes équivalents. S'il y a dictature, c'est la dictature de la science économique et sociologique, substituée comme régulateur de l'ensemble social au moyen aveuglément surgi des initiatives privées, sans contrôle et sans loi, qui caractérisèrent l'instable équilibre capitaliste. À travers cette crise plus ou moins longue et convulsive, la démocratie, dit Marx, devient démocratie socialiste. Le processus de transformation est un processus historique et remplit une période historique. C'est dire que l'on peut se représenter le point de départ, la démocratie bourgeoise capitaliste, et le point d'arrivée, la démocratie socialiste. Mais le processus intermédiaire ne peut se schématiser à l'avance. Il dépend de multiples interactions, des événements, des hommes, des rapports de force à l'échelle mondiale. Inévitablement, c'est un processus accidenté et sinueux, dialectique, bien que les grandes étapes soient nécessaires. Marx, sur un point capital, a dissipé une confusion très répandue en son temps, et peut-être encore aujourd'hui. Le socialisme n'est pas encore le communisme. Il comporte un État, un appareil d'État, le socialisme je veux dire,
Donc lui aussi une bureaucratie, un appareil répressif, un appareil juridique. Bien que le sens de l'État ait changé, il traîne encore derrière lui. C'est la société tout entière, les survivances et les prolongements des époques révolues. L'influence de la classe auparavant dominante se continue, donc la lutte contre elle aussi. Des différences subsistent, travail intellectuel et matériel, paysannerie et prolétariat, etc. Sous l'angle politique, le communisme se définit par la liquidation définitive de ses survivances, de ses prolongements. Pour beaucoup de gens qui ignorent cet axiome de la pensée marxiste, il faut dire et répéter que l'expression État communiste est dépourvue de sens. En effet, le communisme est caractérisé par la suppression de l'État, par son dépassement. Au cours de la période socialiste, transition vers le communisme, l'État se transforme progressivement. La fonction politique disparaît comme elle était apparue. Les fonctions de gestion, fonctions spontanées et nécessaires en toute société, passent à nouveau au premier plan. Un système sélectif dont les modalités sont à déterminer dans chaque cadre national permet aux individus les mieux doués pour ces fonctions d'émerger, de se former. Les masses elles-mêmes sont appelées à fournir ces individus, à comprendre les rouages de la société et les techniques administratives. Alors l'État dépérit comme tel, non qu'il dégénère, mais il se résorbe dans la société par disparition de la fonction politique, après avoir élevé la société tout entière en la personne des individus les plus capables, au niveau de conscience et de connaissance qui implique les fonctions d'organisation. Cette disparition de l'État annonce la société communiste. Elle implique donc 1. La disparition complète des classes et de leur survivance. 2. Un prodigieux développement des forces productives, entre parenthèses l'ère de l'abondance. 3. Un dépassement de la division du travail en travaux subordonnés matériels et travaux supérieurs intellectuels. 4. Un épanouissement de l'individu libre dans une société libre, l'individuel ne s'opposant plus au social, mais trouvant en lui les conditions de son développement total, de sorte que les dons naturels et spontanés de chacun se trouvent rationnellement et consciemment cultivés.